Nous avons décidé cette fois-ci de changer quelque peu la formule et plutôt que de sortir des collections un objet, nous avons décidé de vous dresser un panorama des techniques de gravure du XVe au XXe siècle. Le terme de gravure est ambigu parce qu'il désigne plusieurs choses. Tout d'abord une technique qui est le fait d'inciser ou de graver un matériau. Ensuite, par extension, toutes les techniques qui sont utilisées en art ou en reprographie. Et enfin, et surtout, il désigne l'œuvre finale qui est obtenue à partir de l'une des techniques de gravure. Alors, parmi les différentes techniques de gravure, on distingue d'abord la gravure en relief, que les spécialistes appellent aussi taille d'épargne. Et ça regroupe la gravure sur bois et la linogravure. En fait, le principe est que les parties en relief sont en craie et les blancs sont en creux. Alors, le bois gravé en relief est la plus ancienne des techniques de gravure. Elle remonte au XIVe siècle et peut-être bien avant en Asie. Et elle est essentiellement liée à l'apparition du papier. Pour la gravure sur bois, on utilise des bois très durs, généralement des fruitiers, comme du merisier, du tilleul, du noyer ou encore du poirier. La planche de bois est utilisée dans le sens du fil, c'est-à-dire dans le sens vertical du bois. Et la première opération consiste à dessiner la composition sur la planche de bois. Ensuite, l'artiste utilise un outil tranchant, généralement un canif, pour isoler la partie dessinée, creuser un petit sillon de part et d'autre, un sillon qui est en général plus large à la base et plus étroit en haut, afin qu'au moment de l'impression, le bois ne s'écrase pas. Et cette opération s'appelle le détourage. Ensuite, à l'aide d'autres outils, des gouges ou des ciseaux, il creuse toutes les parties qui vont rester en blanc. Et enfin, la plaque est prête pour l'impression. On va appliquer l'encre sur la planche à l'aide soit d'un tampon, soit d'un rouleau dur pour que l'encre ne pénètre pas dans les creux. Et ensuite, on va procéder à l'impression. La feuille de papier est posée sur la matrice et on va utiliser soit ce qu'on appelle un fronton pour frotter le papier, soit une presse qu'on appelle la platine. Donc au final, l'impression est inversée par rapport au dessin, par rapport à la matrice. Et cette technique est dite du bois de fil, c'est-à-dire qu'elle donne un trait assez épais, comme on le voit sur cette gravure d'Albrecht Dürer, où le bois ne s'écrase pas au moment de la pression. Il existe une autre technique de gravure en relief, c'est la technique qu'on appelle la linogravure. Cette fois-ci, la matrice est en linoléum, donc c'est un matériau qui est apparu au XIXe siècle et qui a l'avantage d'être beaucoup plus tendre, plus souple que le bois et beaucoup moins onéreux, ce qui explique qu'énormément de l'artiste l'ont utilisé tout au long du XXe siècle. Et la technique de gravure est exactement la même que pour le bois. L'autre grande technique de gravure est celle de la gravure en creux, qu'on appelle aussi taille douce, puisqu'elle permet des tailles beaucoup plus fines que pour la gravure en relief. C'est une technique qui apparaît au XVe siècle, qui demande beaucoup plus de précision et de doigté et un apprentissage très long pour les artistes. Et beaucoup d'artistes ont d'ailleurs une formation d'orfèvre au préalable, comme Martin Schongauer. Pour creuser le métal, il y a deux procédés, soit l'attaque avec un outil, soit la morsure avec un acide. Pour l'attaque avec un outil, l'artiste utilise soit une pointe sèche, qui le manie comme un crayon, soit un burin qui creuse des sillons en V, francs et fermes. Il peut aussi utiliser d'autres outils tels des roulettes ou des instruments qui permettent de polir, de faire des petits stries dans la plaque. Alors contrairement à la technique précédente de la gravure en relief, ici c'est le procédé inverse. On creuse une plaque de métal, donc ce sont les parties en creux qui vont être imprimées et les parties planes qui vont rester blanches. Donc les parties creusées vont recevoir l'encre qui va être appliquée soit à l'aide d'un tampon, soit à l'aide d'un rouleau mou. Et la partie la plus délicate sera le nettoyage de la plaque, puisqu'il faut ôter des parties planes toute l'encre, afin qu'il n'y ait pas de taches sur la gravure dans le résultat final. C'est la pression de la main qui va déterminer la profondeur de la taille et donc l'intensité de l'impression. Donc une pression forte va donner des traits très noirs, alors qu'une simple éraflure va donner des traits très gris. Et en fait, cette technique demande au préalable une préparation de la plaque, qui peut d'ailleurs être en cuivre, en zinc. Donc le second procédé est un procédé par morsure de la plaque. C'est ce qu'on appelle la taille douce. Et on utilise cette fois-ci un acide et non plus un outil pour graver la plaque. Ce procédé nécessite une préparation de la plaque qui est vernie d'un vernis dur et protecteur et imperméable.
Ensuite, l'artiste, avec un petit stylet, va graver sa composition. La plaque va ensuite être placée dans un bain d'acide et l'acide va attaquer les parties découvertes par le stylet. Donc c'est le degré de concentration de l'acide, mais aussi le temps de trempage qui vont permettre d'obtenir des morsures plus ou moins profondes. Ce procédé, qui est plus connu sous le nom d'eau forte, va être diversifié au fil des siècles, avec notamment les techniques de l'aquatinte et du vernis mou. Pour l'impression, on utilise une presse à 2 cylindres, entre lesquels vont passer la plaque de cuivre et le papier. Et la pression est extrêmement forte, donc on place un feutre de laine au-dessus du papier pour répartir la pression et éviter que la plaque de cuivre ne s'écrase. Donc nous aurons l'occasion de développer plus amplement ces différentes techniques lors de notre prochain rendez-vous. Et nous vous proposerons aussi de comparer sur gravure ces différentes techniques. Et nous vous proposerons aussi de découvrir des matrices, donc des bois gravés, des zincs et aussi une pierre lithographique.